Alors. Ok, très bien. Bon, je crois que je vais faire un petit selfie. Voilà. Ah, je vois que vous êtes là. Bonsoir. Et oui, on est mardi 18h et c'est l'heure de l'émission. Je me suis un peu perdue avec mes téléphones, mais je peux très bien m'en séparer pendant quelques minutes, pendant une heure, voilà, voire une heure, le temps de l'émission. Et oui. Je ne suis pas monophobe. La monophobie, c'est la peur de se séparer de ce téléphone. Ne vous inquiétez pas, je peux très bien m'en séparer pendant l'émission. Alors, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler des écrans, qu'ils soient interactifs ou passifs, des écrans télé, téléphone, tablette. Nous allons parler de leur impact sur toute la famille, les grands comme les petits. Et pour les rubriques, la rubrique conseils pratiques, nous allons parler aussi des écrans et leur impact sur notre santé. Quant à la rubrique l'info de la semaine, pas pour cette semaine, malheureusement. Notre collègue Leïla Djebbour est un peu souffrante. On lui souhaite un prompt rétablissement. Leïla, si tu nous vois, si tu nous écoutes, on te dit prends soin de toi, repose-toi et à très vite. Alors, qu'ils soient passifs ou interactifs, les écrans font partie de notre quotidien. Ils peuvent rapprocher les gens qui sont éloignés à travers les réseaux sociaux, et c'est une bonne chose, mais ils peuvent aussi, dans d'autres situations, générer un éloignement physique et social. C'est des personnes qui sont hyper connectées, ce qu'on appelle les hyper connectés. Eux ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à se réfugier dans un monde parallèle, le monde virtuel. Alors, qu'en est-il de nos enfants face à cette nouvelle technologie ? Et quel est l'impact de ces écrans et leur contenu sur toute la famille? On en parle aujourd'hui avec notre invité Najib Mizi, qui est coach, alors qui va arriver dans un petit moment. Bonsoir. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Installez-vous. Magnifique, je vous remercie. Alors, je rappelle, vous êtes Najib Mizi, coach et hypnothérapeute. Exact. Ça va, vous allez bien? Bah, écoutez, impeccable, impeccable. Je vous remercie de m'avoir invité à parler des écrans à vos téléspectateurs à travers leur écran. D'accord, oui, très bien. Donc vous êtes aussi connecté, vous avez une page Facebook sur laquelle vous partagez un peu vos formations, tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Exact. Oui. Exact. Et alors, ce qui est formidable, c'est que lorsque vous commencez à utiliser l'écran comme un outil de travail et comme un outil de communication, quand l'utilisation est rationnelle, il n'y a que des avantages. D'accord, oui, c'est vrai. Comme pour tout outil. Il faut savoir aussi l'utiliser. Il y a aussi des mésavantages quand on est un peu trop connecté ou hyper connecté. Ensuite, ce qui est bien avec ces outils-là, c'est qu'ils vous offrent aussi la possibilité de les contrôler. Et ensuite, en parallèle, gardons à l'esprit que ces réseaux sociaux, ces médias restent des entreprises qui ont des stratégies commerciales et comme pour toute entreprise qui a envie de réaliser de la croissance, eh ben, on a intérêt à fidéliser le client. Il nous pousse à nous connecter. Absolument. Voilà. Eh ben, nous allons parler, donc avant cela, nous allons suivre un reportage de notre collègue et journaliste Leïla Djebbour sur les écrans et les enfants. La consommation massive des écrans inquiète depuis longtemps le monde de la santé, car pour beaucoup d'utilisateurs, elle est devenue incontrôlable et s'apparente à une véritable addiction, entraînant dette de sommeil, anxiété et troubles de l'attention. Dr Radia Trabelsi, psychiatre. La consommation excessive fait que l'enfant est détourné des activités qui sont jugées contribuer à son développement, tant sur le plan psychique, physique et émotionnel. Donc il y a toujours des causes, ça c'est le sommet de l'iceberg, c'est une finalité, donc il y a toujours des causes par rapport à cette consommation. En quoi la surexposition aux écrans est-elle nocive pour le cerveau? Alors, sommes-nous condamnés à vivre toujours plus connectés? C'est un problème qui va impacter sur le développement de l'enfant. On voit maintenant actuellement, dès la petite enfance, les enfants sont exposés de façon précoce
aux écrans et sans qu'il y ait, je dirais, un accompagnement. Actuellement, on interdit, de 0 à 3 ans, on interdit l'exposition à la télévision. Quels sont les facteurs qui engendrent une addiction aux écrans? Il y a toujours le point de départ, c'est la dynamique familiale qui, des fois, au niveau de la famille, il y a des petites perturbations. C'est-à-dire que la famille, normalement, est censée être un endroit où l'enfant se sent en sécurité, où la communication est circulaire. Donc, du coup, ceci n'est pas offert à l'enfant. Donc, on va retrouver un style d'échange et de communication qui est très directif parfois. Parfois l'échange est carrément absent, parfois l'échange se fait à travers, je dirais par exemple une activité, un travail scolaire. C'est-à-dire que là, le problème c'est pas uniquement parler des compétences parentales, mais également parler de tout ce qui est échange affectif, c'est tout ça. Comment se libérer de cette emprise numérique qui a colonisé nos vies? Il faut une prise de conscience, il faut leur faire une psychoéducation, que les parents doivent savoir la faire, expliquer c'est nocif, que ces écrans sont nocifs, et ne surtout pas interdire l'utilisation des écrans, parce que c'est ce qui est, c'est la génération actuelle, c'est ça. Donc, toujours donner, quand on offre un smartphone ou une tablette, on donne le mode d'emploi et le mode d'utilisation, c'est-à-dire des plages horaires, quand est-ce qu'on utilise, le temps passé face aux écrans. Ça va leur permettre de réduire le temps d'utilisation des smartphones et des tablettes. L'exposition aux écrans chez les jeunes enfants est un problème de santé publique et les professionnels de santé de la petite enfance ont un rôle important à jouer dans la prévention en informant les parents sur les risques encourus. Et voilà, en parlant de parents, nous allons recevoir justement une parente, une maman qui va aujourd'hui nous parler de sa situation, de ses enfants, comment ça se passe avec ses enfants à la maison face aux écrans. Alors j'invite Madame Rokhaya Brakta à nous rejoindre. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Bonsoir, ça va très bien, merci. Et vous? Alhamdoulilah, ça va, merci. Alors, c'est Madame Rokhaya. Rokhaya, pardon, je m'excuse. Alors, vos enfants sont-ils connectés? Directement, première question. Oui, mais pas trop. Pas trop. Donc vous arrivez à quand même gérer le temps de connexion. Comment que ça se passe au quotidien? Racontez-nous un peu votre histoire. Au quotidien, ils ne sont pas connectés du tout. Ni télé, ni écran, ni rien du tout. Très bien. Le week-end, ils ont le droit de regarder un film, de jouer, mais pendant la semaine, non. Je suis contre. Très bien. Donc pendant toute la semaine? Pendant toute la semaine. Pas d'écran, pas de tablette. Oui. C'est les études, c'est pas uniquement les études. Bon, le premier, il est en première année primaire, le deuxième, il est à la crèche. Oui, il passe toute la journée dehors. Il rentre vers 17h, 18h. Je préfère, il dort à 20h. Je préfère passer les 2h, 3h avec mes enfants. D'accord. On mange ensemble, on joue ensemble. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Oui. Et vous, donc, est-ce que vous êtes connecté? Oui, tout le temps. Je m'en bats. Mais quand ils sont absents. Ah, d'accord, oui. Très bien. Donc vous êtes connecté, Facebook, ce genre Instagram, les emails. On ne peut pas se déconnecter des écrans. Ça fait partie de notre quotidien en ce moment. Exactement. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'on ne diaboliserait pas un petit peu trop les écrans? Parce que nous avons grandi avec les écrans. Nous avons grandi avec la télévision, les dessins animés. Et ça va, finalement, on n'a pas si mal tourné. Finalement. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne diaboliserait pas un petit peu trop les écrans? Alors, en regardant le reportage de tout à l'heure, j'étais en train de me dire, c'est formidable comme les enfants dans le reportage se comportent comme des enfants.
Ils sont curieux, ils expérimentent, ils testent. Certes, ils ne testent pas sur des matériaux réels, c'est sur un écran, mais le processus y est. Et je me dis que très probablement, chaque génération a eu droit à son média diabolisé. J'ai une petite histoire pour vous que ma maman me racontait. Lorsqu'elle était petite, ma grand-mère, paix à son âme, la yarhamha, ne cessait de gronder ses enfants, mes oncles, mes tantes, quand ils ouvraient leurs romans. Alors fermez vos romans, reprenez vos livres scolaires, reprenez vos cahiers. Et puis plus tard est venue une génération qui, elle, était entre guillemets addicte à la télé, à qui on disait d'éteindre la télé pour aller ouvrir un roman. Et aujourd'hui, on demande aux enfants d'éteindre leur tablette pour aller regarder un bon film à la télévision. Effectivement, nous sommes sur un phénomène relativement nouveau. Nous avons l'impression de temps à autre que les choses nous échappent et il est tout à fait normal qu'il y ait de la résistance quand on ne sait pas probablement comment contrôler tout ça. Mais nous avons un très très bel exemple avec vous. Oui. Madame, c'est formidable ce que vous arrivez à faire avec vos enfants et moi qui suis très orienté processus, je serais très curieux de vous entendre partager donc, avec nous et puis avec les téléspectateurs votre expérience et comment vous avez pu accomplir cet exploit finalement. Oui, c'est vrai parce que les enfants étaient accros aux écrans. Ah d'accord, donc vous êtes passé de accro à pas du tout, vous les avez sevrés on va dire. Exactement, je ne suis pas contre les écrans. Ils apprennent beaucoup, ils apprennent les langues, les maths. Oui. Je trouve qu'il faut... Les écrans, ils sont à consommer avec modération. Et puis, il faut sélectionner. Exactement. Et il faut surveiller surtout. Absolument. Donc, comment s'est faite la transition de accro aux écrans, peut-être tablette, téléphone, n'est-ce pas? Oui. Oui, plus de tablettes, plus de téléphone pendant toute la semaine? C'est comme mon fils le réclamait d'une manière... Comme une drogue. Exactement. Oui. À ce moment-là, c'était... oui. Je me suis dit, là, il faut freiner. Et j'ai décidé d'arrêter les écrans pendant toute la semaine. Et ça me permet de profiter de mes enfants. On cuisine ensemble, on fait pas mal d'activités ensemble. Il n'y a pas eu de crise, on va dire? Au début, mais il faut savoir gérer. C'est pour leur bien. Oui. Ils sont plus calmes, ils sont devenus plus calmes. Oui. Et ils demandent de faire des activités qu'ils ne demandaient pas avant. Donc, je conseille toutes les mamans de diminuer la consommation contrôlée. Oui. Et il faut qu'ils consomment. Il faut qu'on les laisse, c'est leur génération après tout. Donc on ne peut pas non plus tout leur interdire. Mon fils, il est en première année primaire, on lui demande de ramener un flash disque pour mettre les leçons, les chansons. On ne peut pas les déconnecter. Le monde avance et ils sont obligés de les utiliser. Et l'année 2020 nous a démontré l'utilité des écrans aussi avec l'éducation, l'instruction. Je parle déjà de l'éducation, de la scolarité des enfants. Et puis, oui, pour nous adultes, le digital nous a un peu sauvé la mise. Mais pour les enfants, mes enfants ont continué leur scolarité sur Zoom. Il m'est arrivé de travailler aussi sur Webex, sur d'autres plateformes. C'est que finalement, en temps de crise, on se rend compte de l'utilité de ces médias parce qu'on a donné une finalité à ces médias. Exact. Et j'apprécie ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous parliez de garder le cap. Vous avez dit que c'était compliqué de sevrer, je reprends votre terme, parce qu'on parle de drogue là, mais on utilise la terminologie qui va avec. Et vous avez dit qu'il fallait garder le cap, et dans la gestion du changement, effectivement, le changement peut être maintenu en finalisant nos actions. Finaliser dans le sens donner une finalité. Et lorsque vous donnez une finalité à vos actions et vous démontrez que de toute façon vous allez garder le cap, la résistance au changement peut y être au tout début, mais elle finira par s'estomper parce qu'on sait que de toute façon le cap ne sera pas... je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, diverted, désolé, décalé. Décalé, voilà. D'accord, très bien. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des familles des parents qui ont du mal aussi à faire déconnecter leurs enfants. C'est pas toujours aussi simple. C'est pas toujours aussi facile. Alors à partir de quel âge peut-on laisser un enfant? On a vu dans le reportage de 0 à 3 ans, il ne faut pas laisser les enfants face à la télévision, aux écrans et tout ça, mais au-delà de 3 ans, je pense qu'on
peut réguler un petit peu, faire des activités. C'est plus la façon de consommer que de consommer directement. C'est d'être avec les enfants, qu'il y ait une interaction avec eux qui est plus importante, n'est-ce pas? Absolument. Alors, les psychologues disent que sur la tranche d'âge, donc de 0 à 3 ans en termes de développement, l'enfant acquiert de l'expérience, il est censé interagir. Et ensuite, à partir de 3 ans, donc de 3 à 6 ans, c'est l'apprentissage de la conceptualisation. Ensuite, on peut apprendre à conceptualiser face à un écran aussi de manière modérée. Regarder un programme ensemble et puis le commenter et en discuter ensemble. Et puis c'est l'apprentissage aussi de la communication dans la famille. Il ne s'agit pas de couper les vannes à l'enfant, de lui interdire d'aller sur Internet ou de regarder la télévision. Il s'agit de lui permettre juste de conceptualiser, de discuter de ce qu'il voit, de le transformer en apprentissage. Et puis c'est une bonne chose dans le sens où on arrive à créer un canal de confiance qui fait que l'enfant sera de toute façon exposé, contrôle parental ou pas, à des choses qui vont le perturber, à des choses qui vont peut-être le choquer, le faire sortir de sa zone de confort, et vous avez envie qu'à ce moment-là, il revienne vers vous pour en discuter. Et c'est comme ça que vous créez ce canal de confiance. D'accord, très bien. Est-ce que vous l'avez créé, vous, avec vos enfants? Ça se passe comment quand vous regardez les week-ends, quand vous regardez les dessins animés ou que vous vous connectez? Oui, je choisis les films, je choisis tout ce qui peut leur apporter... D'accord. Vous êtes là ensemble à commenter ce que vous êtes en train de voir, ce qui pose des questions? Oui, bien sûr. D'ailleurs, curieux. Oui, oui. Même mon fils, il me dit, maman, je ne dois pas regarder beaucoup la télé, ça détruit les yeux. Il a compris que les écrans, ils sont quand même nocifs. Exactement. À consommer avec modération. Et pour les adultes, comment faire pour ne pas trop se... C'est une bonne question. Voilà. J'ai envie de dire aussi, finaliser notre consommation. Encore une fois, donner une finalité à ce que l'on fait sur nos écrans. Il est très facile de se transformer en consommateur passif. Gardons à l'esprit, je le disais tout à l'heure, que derrière chaque réseau social, derrière chaque plateforme numérique, il y a une entreprise qui a un business à faire fonctionner, et que la croissance économique se base d'abord sur la fidélisation du client. Et qui dit fidélisation, dit aussi création de processus addictifs. Et quand vous allez par exemple sur Facebook, le scrolling illimité, le fait de continuer à naviguer dessus sur votre téléphone et que ça ne se termine jamais, si vous remontez, ça se rafraîchit, vous avez du nouveau contenu. C'est une façon de permettre à votre cerveau de recevoir son shot de dopamine. Vous savez, cette hormone du plaisir, de la gratification que l'on reçoit, quel que soit le type d'addiction que l'on a, après une cigarette, après un verre d'alcool, quel que soit au jeu par exemple, et c'est valable aussi lorsque vous êtes sur Facebook. Remarquez par exemple la structure du contenu. Vous n'aurez jamais de série structurée de contenu. Vous n'aurez jamais par exemple 4 publications sous forme de texte, puis 4 sous forme d'image, puis 4 sous forme de vidéo. Oui. C'est toujours fait de manière à ce que ça soit aléatoire, donc vous êtes toujours surpris par le contenu. Vous ne générez pas de cycle compris, et du coup l'injection de dopamine, j'aime bien faire ce geste quand je parle de dopamine, l'injection de dopamine est permanente. Le niveau n'est pas très élevé, mais il est suffisant pour générer une gratification instantanée. Donc c'est avec ça qu'il faudra apprendre à s'amuser. Il ne s'agit pas de céder à la panique et de dire nos cerveaux sont esclaves de Facebook ou de Twitter ou de LinkedIn aussi est très addictif. Instagram aussi. Instagram aussi, oui, énormément, n'est-ce pas? Et il ne s'agit pas de se dire ouh là là, mon cerveau est prisonnier de tout ça, il faut que je m'en débarrasse totalement, que je fasse table rase de ma consommation de réseaux sociaux. Il s'agit juste de se dire bon d'accord, j'y vais, mais pourquoi faire? Quelle est la finalité? D'accord. D'accord. Et est-ce qu'on peut aussi faire se dire bon, j'y vais, mais pour une certaine période, je me fixe 1 heure par jour de réseaux sociaux ou 1 heure par jour d'écran, tout simplement? Est-ce qu'on peut faire aussi? Absolument. Alors ça, c'est relativement facile. Oui. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est d'éviter l'utilisation compulsive. C'est très simple. Je reçois un appel, j'y réponds, je raccroche,
Et je me retrouve sur Facebook. Et je me retrouve sur Facebook, par exemple. Oui. Ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Et c'est compulsif. Et comme tout ce qui est compulsif, il y a lieu de générer un comportement de substitution. Notre cerveau ne reconnaît pas la négation, se dire il ne faut pas que j'aille sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur TikTok. L'idée c'est de se dire lorsque j'ai envie d'aller sur tel ou tel réseau social, voilà ce que je décide là maintenant de faire à la place. D'accord. Voilà. Trouver un substitut, mais c'est pas toujours évident. Hein. Si, surtout quand on se retrouve dans une salle d'attente, quand on va voir le médecin, quand on est quand il y a des gens qui travaillent avec Facebook, Instagram. Oui. Pour les personnes qui travaillent avec les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué, je pense, non? Faire la part des choses est un peu plus compliqué parce que la tentation est là en permanence. Il est plus facile de se contrôler quand vous êtes dans la salle d'attente du médecin parce que vous pouvez prendre votre téléphone, vous retrouver sur Facebook pendant quelques secondes et puis vous dire bon, non, je vais consulter la presse, je vais lire le journal, c'est plus constructif. Vous voyez. Par contre, quand on est au travail, l'idée c'est juste de garder à l'esprit que c'est un outil de travail et que personne éthiquement ne trouverait légitime d'avoir un véhicule de fonction et de l'utiliser, par exemple, pour aller se balader. Vous voyez, si on se met un peu dans ce cadre-là de pensée, eh ben, très probablement on peut surmonter cette tentation. D'accord. Pas facile, hein, pas évident. Pas évident. Alors, je vous reprends sur le pas évident. Parce que les habitudes ont tendance à s'installer de manière inconsciente. Vous savez, une habitude, c'est une attitude qui, par la répétition, se transforme en une action réflexe qu'on ne maîtrise pas, par association d'idées et d'émotions. Ça, ce sont des habitudes qui s'installent de manière inconsciente. Et on a l'impression, et on est convaincu, que toutes les habitudes s'installent de manière inconsciente. Et pourtant, combien d'habitudes arrivons-nous à instaurer de manière consciente en les ayant décidé. Vous changez de site de travail où vous devez conduire plus longtemps et tout à coup vous vous rendez compte qu'il faut vous réveiller une demi-heure, une heure plus tôt. C'est pénible le premier jour, c'est assez violent le deuxième jour, le troisième, et puis au bout d'un moment, vous vous réveillez avant que votre alarme ne sonne. Vous voyez ? Donc quand on décide d'instaurer une habitude, il s'agit de finaliser, encore une fois, de décider de la finalité, de la gratification que l'on recherche, et puis ensuite de décider aussi d'un comportement, d'une attitude à adopter dans un premier temps, et puis à travers la répétition, eh ben, cette attitude décidée se transforme en une seconde nature. Beaucoup de neuroscientifiques parlent de cette limite des 21 jours, vous savez, cette durée nécessaire pour pouvoir transformer une action peut-être exceptionnelle en une habitude, une seconde nature qu'on n'a pas besoin finalement de décider. Le cerveau est juste captivant. Oui, c'est très intéressant en tout cas. Alors, quels sont les risques liés à la surconsommation des écrans? Tous les écrans qui soient passifs par exemple la télé, parce que là, c'est pas interactif, ou alors les écrans interactifs, tablettes, téléphone. Alors, il y a cette gratification instantanée qui peut se transformer en une exigence. Et c'est réellement un danger. Beaucoup de gens vous diront que, par exemple, ils n'arrivent pas à aller au-delà de la première minute sur une vidéo YouTube. Et c'est valable pour les discussions. Il y a ce risque de développer de la nervosité, de l'impatience. Et puis, il y a aussi, de par cette gratification instantanée, ce désir d'avoir ce que l'on veut immédiatement. Et donc forcément d'être extrêmement frustré à chaque fois qu'on n'obtient pas sur place ce que l'on veut. C'est valable pour les apprentissages. C'est l'étudiant qui décide de s'acheter une guitare pour apprendre à jouer et qui au bout de quelques minutes d'entraînement, s'étonnant de ne pas être subitement devenu Eric Clapton, se dit bon, ça c'est pas pour moi. Voyez, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce biais qui est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. C'est ce qui fait que quand vous regardez un film d'horreur, vous hésitez avant d'éteindre la lumière avant de dormir, n'est-ce pas? Voilà. Ou quand vous regardez, moi j'ai un oncle qui est très
Chauvin, un supporter mais inconditionnel de l'équipe nationale, qui pique des crises littéralement de temps en temps. Il est très enthousiaste quand passe à la télé la rediffusion du fameux match Algérie-RFA en 82. Oui. Et pourtant, certains joueurs ne sont plus de ce monde. Oui. Beaucoup ont pris leur retraite. C'est un match qu'on a vu, revu encore et encore. Mais une fois que vous êtes engagé, eh bien, votre cerveau ne fait plus la différence entre la réalité et la fiction. Et du coup, si vous passez trop de temps à regarder des vidéos YouTube, à aller sur du contenu qui défile encore et encore, vous pouvez avoir cette conviction d'avoir accompli ces choses. Et c'est la raison pour laquelle l'on voit par exemple l'impact, je le vois de temps en temps, dans le milieu associatif. Je me rends compte qu'on a aujourd'hui des activistes dans l'associatif qui auront tendance à se satisfaire d'un commentaire ou d'un statut posté sur Facebook. Et on a l'impression qu'en fait, que le simple fait d'avoir partagé quelque chose nous a permis de réellement accomplir ce pourquoi, entre guillemets, on milite ou ce en quoi on croit. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je dis que c'est une tendance qui est en train de se faire sa place. Et le résultat, c'est une certaine passivité face aux questions de l'heure. On voit un début d'incendie, on prend une vidéo, on fait un live et on critique la protection civile. Oui. Sauf qu'on a juste oublié de former le numéro de téléphone de la protection civile avant de partager ça. Et ça, ça ne fait pas de ces personnes de mauvaises personnes, ça fait juste de ces personnes des gens, des personnes normales dont le cerveau ne reconnaît pas la différence entre une action menée dans la vie réelle, dans le monde qui nous entoure, et une action qui est menée par procuration sur l'écran. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça ne dissocierait pas, pardon, désolé, la famille, par exemple, quand le papa est connecté, la maman est connectée, les enfants, peut-être pas connectés, mais ils sont en train de jouer, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement un peu écartés, un peu séparés, un peu isolés, chacun dans sa bulle, dans sa vie virtuelle? J'aime bien l'oxymore que vous êtes en train d'utiliser. Vous savez, l'oxymore, c'est lorsque dans une même phrase, on utilise des mots qui sont contraires. Vous dites, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement chacun dans son coin? Oui, on est censé se retrouver tous, n'est-ce pas? Mais en ce sens, alors, je pourrais vous faire une réponse très très théorique, mais je suis très très curieux d'entendre Madame Roya. Et vous portez un nom qui est très visuel. Oui. Et c'est encore une fois dans une émission qui passe sur l'écran, qui parle des écrans. C'est une heureuse coïncidence. Exactement. Dites-moi comment vous avez pu faire en sorte après avoir constaté que les écrans séparaient peut-être les membres de votre famille, comment vous avez pu faire en sorte de recréer cette synergie? Comme c'est à moi de gérer, j'ai décidé d'utiliser mon téléphone quand les enfants sont à l'école. D'accord. Pour ne pas donner de mauvais exemples. Exactement. Et une fois ils sont à la maison, j'utilise pas mon téléphone. Comme ça, personne n'osera demander un écran. Même mon mari, il n'a pas le droit de toucher son téléphone quand il est à la maison. S'il veut le faire, il le fait quand ils sont... Quand ils dorment. Exactement, quand ils dorment. Mais sinon, utiliser l'écran devant les enfants, ça je suis contre. Et la télévision? La télévision, je vous ai dit, c'est uniquement le week-end. Donc vous ne l'allumez même pas quand les enfants sont là? Peut-être vous n'allez pas me croire, la télé n'est pas encore installée chez moi. Eh ben, très bien. On a déménagé récemment, ils partent chez leurs grands-parents, mes parents, pour regarder la télé. Sinon, chez moi, il n'y a pas de télé. Eh ben, très bien. Et j'en suis très fière. Parce qu'ils étaient accros à la télé et maintenant, ils ne la réclament même pas. Ils sont très zen, très cool. Je suis très fière de moi. Il y a de passer de l'extrême à l'extrême. Oui. C'était pas facile, mais... Donc comment on fait? Le cauchemar est fini. C'est admirable. C'est admirable. Finalement, encore une fois, on a une logique de substitution ici. C'est que vous avez décidé de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'écran qui interfère dans les relations. Parce qu'à la base, c'était à cause de moi.
D'accord. Ils ne savent pas. Un enfant, c'est une page vierge. Il ne connaît rien. Donc, moi, je les ai appris les écrans. Il fallait que j'arrête les écrans. Magnifique. Et vous l'avez fait en donnant l'exemple et vous l'avez fait en générant des activités qui vous permettent d'interagir. Vous avez dit que vous faisiez la cuisine avec vos enfants. Ménage, ils ont appris à faire le ménage. Ils rangent leurs affaires, ils dessinent, ils font beaucoup de choses. Des petits détails que je ne faisais pas attention avant, maintenant ils le font. C'est juste formidable que de voir la manière dont on peut s'investir avec ses enfants finalement. Vous discutez de temps en temps avec des parents, ils vous disent « mes enfants sont accros aux écrans, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire ». Ce sont ces parents-là qui quand vous les observez dans leur vie de tous les jours, qui sont eux-mêmes addicts aux écrans. Exactement. Et qui ne voient peut-être pas l'intérêt, la pertinence de justement passer du temps avec les enfants autour d'une activité aussi élémentaire que faire la vaisselle ou ranger la chambre, les jouets. Ranger la chambre. Oui. Donner une finalité à ces activités, ce n'est pas forcément une punition. Vous savez, un enfant qui rince les plats n'est pas forcément puni. J'ai cette jolie histoire pour vous. Alors c'est dans Tom Sawyer, et c'est Tom qui est puni, et donc sa punition consiste à repeindre la palissade de la maison, donc un dimanche matin. Et il sait que tous les enfants du village vont se moquer de lui parce que tous vont aller nager dans le fleuve et lui est collé. Et donc il arrive le dimanche matin avec son bidon de peinture, son pinceau, il commence à peindre. Et puis il y a un premier enfant qui arrive et qui se met à se moquer de Tom. Sauf que Tom se met à siffloter pendant qu'il peint. Et le gamin arrive et « Ah Tom, tu es puni, t'es collé, tu vas pas nager et tout. » Et Tom qui lui dit « Tu me déconcentres. » Il continue à siffloter en peignant. Et l'enfant lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu me déconcentres. Mais explique-moi ce que tu fais, tu peux pas comprendre, c'est de l'art. » Tom, tu me laisses peindre? Non, tu pourras pas. Tom, s'il te plaît, si tu me laisses peindre, je t'offre une pomme. Tiens. Et l'histoire se termine avec Tom assis, donc adossé à un arbre, avec un monticule comme ça de jouets, de fruits et tout, et tous les enfants du village en train de peindre. En fait, tout se joue sur la finalité que vous donnez à vos activités. Si vous faites de n'importe quelle activité quelque chose de ludique, et non pas une punition, et non pas une corvée, t'es pas resté sage, va faire la vaisselle. Vous en faites un jeu. J'ai mon fils aîné qui aujourd'hui change les pneus de ma voiture et celle à ma femme. C'est lui qui s'en occupe. On ne touche plus aux pneus. Il fait tout ça tout seul. Il vient d'avoir 15 ans. Alors ça a démarré sur moi qui avais un peu la flemme de m'en occuper. Voilà, il faut le dire. Et puis l'idée c'était de se dire tiens, une activité père-fils. Ça serait intéressant, et ça a démarré par un challenge. Il y a beaucoup d'adultes de mon âge qui ne savent pas changer une roue, et ça a démarré par un challenge. Ça a été présenté comme un challenge. Vous savez, à cet âge-là, les garçons, les adolescents, les filles aussi adorent relever les défis. Ils auront tendance à se comparer aux parents du même genre. Donc, et là, aujourd'hui, c'est bon, quand l'un de nous deux crève un pneu, c'est lui qui s'en occupe. Voyez, et vous avez juste besoin de donner une finalité à ces tâches que l'on considérerait à tort comme des corvées. Et ça améliore la qualité de leur engagement dans la vie de la famille, puis ça en fait des enfants, puis des adultes responsables, proactifs surtout. Très bien. Alors, le contenu que nous consommons influence-t-il notre vie et notre manière de penser? Le contenu, qu'il soit jeux vidéo, dessins animés, vidéos sur YouTube ou statut sur Facebook, on va dire. Et comment? Je pense qu'on va se mettre tous les deux à parler de nos enfants. J'ai un de mes garçons, on est là pour ça, exactement. J'ai un de mes garçons qui s'est mis à s'intéresser à la physique, puis à l'astronomie, grâce à un film qui s'appelle Ant-Man.
l'homme fourmi. C'est un des films Marvel, donc l'homme qui devient tout petit. Voilà. Et ça a suscité une vocation chez lui. Donc on ne viendra pas me dire que l'écran est source exclusive de malheur ou de tort. En fait, tout dépend de ce que vous choisissez avec l'enfant. Il est important que ça se fasse, que ça ne soit pas imposé. Hein. C'est pas arrête de regarder ça plutôt que de regarder ça, va regarder plutôt ça. On va voir ensemble ceci. Il y a l'art et la manière de faire la chose. Exact. Et des fois, il est intéressant de poser des questions qui sont un peu, un peu vicieuses, un peu manipulatrices, du style qu'est-ce que tu aimerais plutôt regarder qui t'apporterait quelque chose de concret là maintenant dans l'immédiat, par exemple? Qu'est-ce que tu voudrais regarder là maintenant pour apprendre quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que tu aimerais visionner sur YouTube et qui te permettrait de m'apprendre quelque chose là? Et tout en fait, c'est une question un peu rhétorique. C'est une façon de dire regarde plutôt autre chose. Qui soit plus intéressant, en mettant une finalité, exactement, en mettant une finalité, mais en mettant ça un peu dans le moule de la question. De toute façon, notre inconscient ne cesse de nous poser des questions. C'est comme ça qu'il communique de toute façon. Et c'est toujours intéressant de permettre à l'enfant d'aller sur des programmes ou des applications qui peuvent l'inspirer. Vous ne pouvez pas savoir à quel point un bon film peut impacter la vision de votre enfant. Vous ne pouvez pas savoir à quel point un documentaire biographique sur un artiste ou sur un sportif, par exemple, peut avoir de l'impact. Et quand je parle de documentaire, je ne parle pas du format 52 minutes à la télé. Ça peut être une vidéo d'1 minute ou de 2 sur YouTube. Il y a des chaînes qui offrent gratuitement du contenu qui est prodigieux et qui a un impact formidable sur les enfants. Oui, il y a aussi tout le contraire, des vidéos qu'on trouve aussi sur YouTube et tout ça. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de la baleine bleue. Oh oui. Oui. Il y a aussi donc oui. La baleine bleue qui est une application qui continue, j'aime pas cette expression, au jour d'aujourd'hui, de faire des ravages. Hein. On n'en parle plus. Parce que disons que le gros de la vague est passé en Algérie, mais l'application existe encore, elle continue à tuer des enfants, des adolescents et des adultes. Comment ils arrivent justement à ça? Alors, à un moment, ce qui se disait de cette application, c'était qu'elle avait des pouvoirs hypnotiques. Oui. Je suis tenté de dire oui, mais pas tellement. Le cheminement est très très simple. On travaille dans un premier temps sur des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est un peu des portes dérobées dans notre raisonnement. Et puis ensuite, vers la fin, on est réellement sur du chantage. Alors, dans un premier temps, il y a ce biais cognitif d'appartenance qui est stimulé. Cette application n'est pas en téléchargement libre. Si vous la cherchez, vous ne la trouverez pas. Ce sont des mentors, c'est ainsi qu'ils aiment s'appeler, qui contacteront l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte en ayant consulté le contenu partagé dans les réseaux sociaux. C'est en ce sens que déjà... Ils ciblent leur... voilà. Absolument, absolument. Alors, il faut savoir que cette application a été créée par un groupe de personnes qui sont allées, à partir de la théorie de la sélection naturelle de Darwin, extrapoler en se disant « Nous allons éliminer de la face de la Terre tous les, excusez-moi du terme, tous les crétins ». C'est ainsi qu'ils le disent, hein, je paraphrase. Et donc l'idée, c'est de cibler les individus les plus faibles et de les amener à s'auto-supprimer. Voilà. Manipulation. Exact. Donc, gardez à l'esprit que, par exemple, si votre enfant ou votre adolescent ou vous-même utilisez les réseaux sociaux, vous avez besoin, en premier lieu, de paramétrer votre compte. Tout n'est pas censé être public, tout n'est pas censé être accessible à tout le monde. Quand vous publiez sur Facebook en mode public, tout le monde, même les personnes que vous n'avez pas admises dans votre cercle de contact, peuvent consulter et donc se faire une idée
de vos tendances émotionnelles et mentales. Donc, dans un premier temps, le mentor identifie l'adolescent en difficulté. Vous savez, ce sont des publications du type « personne ne me comprend », des publications du type si vous avez 10 flèches dans votre carquois, à votre arc, gardez-en 9 pour vos amis, et une dernière pour votre ennemi. Ce genre de publications qui circulent massivement sur Facebook et qui permettent de tracer un schéma comportemental. Donc dans un premier temps, ce mentor va contacter la personne en lui envoyant le lien de téléchargement de l'application. D'accord. Et le biais d'appartenance est très puissant. Imaginez un spectacle sur invitation où il n'y a que 200 places. Et ces 200 places ne sont pas mises en vente. L'artiste en question ne vous inspire pas forcément. Mais parce que vous savez qu'il n'y a que 200 places et que ces 200 places ne sont pas permises à tout le monde, le jour où vous recevez une invitation, eh ben vous y allez. Oui. Parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance et vous n'avez pas envie de sortir de, disons, ce cadre privilégié dans lequel on vous a inclus. Alors ça, c'est la première étape. Donc l'enfant reçoit l'application, tout le monde en parle. Et même lorsque nous faisons de la prévention, quelque part, nous assurons aussi la promotion de ce type d'application. Et puis ensuite, une fois que l'enfant a téléchargé l'application, la première chose que l'on fait, c'est qu'on demande à l'enfant de se réveiller à un certain moment de la nuit pour écouter par exemple de la musique triste ou pour lire un texte triste. On est en train d'un peu de le manipuler. De le conditionner. C'est souvent les enfants qui sont un peu mal compris de leurs parents, un peu isolés, un peu peut-être les petits moutons noirs à l'école, mal compris. C'est ça, c'est ça. Donc les plus faibles, en fait, les plus vulnérables à ce type de manipulation. Et puis ensuite, donc on crée des associations entre des contextes, des stimuli, des idées, des données, et des états émotionnels. Vous savez, vous prenez n'importe quelle scène dans un film, vous changez la musique. La musique, oui, ça change tout. Et la portée change. Allez sur YouTube, chers téléspectateurs, tapez Michael Jackson, Rabbi Jacob. Oui. Et vous aurez quelqu'un a repris Thriller de Michael Jackson en y mettant la musique de Rabbi Jacob et tout à coup, ça change tout. Bon, ça y est, ça change absolument tout. Voyez. Oui. Et donc on commence à conditionner l'enfant et puis on commence à rompre son cycle de sommeil. Parce qu'on demande à l'enfant de se réveiller à des heures qui sont relativement rapprochées, de manière à ne pas être au début ou à la fin d'un cycle de sommeil et de préférence d'interrompre le sommeil en plein sommeil paradoxal, le moment où on rêve. Oui. Et ce moment-là, quand vous vous réveillez, vous êtes dans une phase qu'on appelle l'hypnagogie, qui est une phase où vous êtes très, très suggestible. Donc vous conditionnez l'enfant. Puis ensuite, à un certain moment, vous commencez à lui demander de faire des choses. Et l'enfant n'a pas envie d'arrêter le jeu à ce moment-là. C'est le biais cognitif des coups irrécupérables. C'est comme quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 13h et que la personne à 13h15 n'est pas encore là. Vous vous dites, bon, j'y vais, oui, mais j'ai attendu 15 minutes, j'attends encore 5 minutes, puis j'attends encore 10 minutes, puis encore. Vous voyez, vous avez tellement investi dans l'attente que vous êtes poussé à attendre encore. Donc on enchaîne les demandes comme ça qui ne sont pas trop forcément douloureuses ou impactantes. Et puis jusqu'au moment où on demande le pire. Exact. Et lorsque c'est demandé, ce n'est jamais demandé directement, formellement, en disant maintenant tu vas te suicider. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclater l'action en petites actions qui, elles, ne sont pas préjudiciables. Ça me fait penser à un épisode des Simpsons, puisqu'on parle d'écran, où son ennemi juré, l'ennemi juré de Bart Simpson, Sideshow Bob, Tighty Bob, le prend à la frontière de plusieurs États. Il lui dit, là, d'ici, je peux tirer une balle, ce qui n'est pas interdit dans cet État. Cette balle t'atteindra dans tel autre État, tu tomberas dans tel autre État et tu perdras la vie dans tel autre État. Et aucun de ces actes n'est répréhensible dans aucun de ces États. Et c'est valable, vous dites à l'enfant, tu vas prendre un tabouret, et puis voilà. Est-ce que vous pouvez donner des conseils, on est à la fin de notre débat, est-ce que vous pouvez donner des conseils aux parents qui sont en train de nous regarder concernant tous les écrans, en général? Alors, juste pour épiloguer sur cette histoire de baleine bleue, la clé, en fait, c'est l'instauration d'un canal de confiance, de communication et de débat. De faire en sorte que ce qui perturbe l'enfant
l'amène à en discuter automatiquement avec l'un ou l'autre des parents, ou les deux idéalement, de manière à ce que l'enfant ne soit jamais otage d'une manipulation comme celle-ci. C'est valable pour absolument tous les écrans et absolument tous les contextes. Donnons une finalité à cette exposition aux écrans. Faisons en sorte que ça soit lié à un objectif. Et comme toute chose, toute activité liée à un objectif, elle est limitée dans le temps, elle est mesurable, le fameux SMART des formations professionnelles, désolé, juste donner une finalité à tout ça et faire en sorte de s'investir soi-même en termes de temps et d'effort, comme vous l'avez magnifiquement fait, madame, dans justement cet investissement que vos enfants sont en train de faire. Les écrans ne sont pas forcément un danger lorsqu'ils sont correctement utilisés. C'est tout autant de cordes à l'arc de votre enfant pour l'adulte qui réussit plus tard. Plus tard, très bien. En tout cas, c'était très intéressant. Merci encore. Alors, je rappelle, Najib Mizi, vous êtes coach et hypnothérapeute. Merci encore. Merci. Et Ro'ya Brachta, vous êtes maman de 2 enfants. Merci encore pour votre participation. Merci encore à vous deux. Et à une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, pour tout. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique, pas l'info de la semaine, mais la conseil pratique. Et nous continuons sur notre lancée, les écrans et la santé. Nous allons en parler tout de suite avec le docteur Benachnou. Bonsoir docteur, venez. Marhaba bik, venez. Je rentre les mains dans les poches. Je sais que ça ne se fait pas, mais il fait froid. C'est vrai qu'il fait froid, exactement. Bonsoir, bonsoir docteur, comment allez-vous? Ça va, très bien. Très bien. Ça va avec ce froid. Moi, je suis très content quand il fait froid et quand ça fait du bien. Ça fait du bien et ça diminue la pollution de l'air. Ah oui. L'air, bien sûr. La pluie, quand elle tombe, elle entraîne avec elle toutes les poussières en suspension. Voilà. Et nous allons parler des écrans et leur impact sur notre santé. Très, très bien formulé, les écrans. Oui, bien sûr. Très bien formulé, c'est ça. Que ce soit télévision, téléphone, tablette, ordinateur, voilà. Tous les écrans. Tous les écrans. Est-ce que c'est bon pour la santé, docteur? Non, la question posée comme ça, oui. dans tout comportement humain, et il y a un progrès, il y a une évolution de l'être humain, c'est l'excès et la mal-utilisation, pour ne pas dire mauvaise utilisation, la mal-utilisation, je vais être à l'aise, je vais enlever quoi que... Ça va, il y a une bonne distanciation entre nous. C'est un milieu fermé, un plateau de télévision. C'est quand même grand, on n'est que tous les deux, enfin, avec l'équipe technique bien sûr, oui. Ça va. Donc c'est la mal-utilisation, la mauvaise utilisation, et tout excès est nuisible. Bien sûr. Et pathogène, c'est-à-dire qu'il apporte des problèmes. Les écrans, nous sommes envahis par les écrans. C'est tout à fait normal, le digital, et maintenant, à notre période, à travers le monde, on utilise, parce que ça permet de gagner du temps, de ne pas se déplacer. Ce qui est mauvais dans une bibliothèque, on a une bibliothèque, n'importe laquelle dans le monde, à travers l'écran du téléphone, de la tablette. La télévision, on a 1001 télévisions, on a des films, on a des chansons, on a des documentaires. On est dans les écrans. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est cette utilisation qui doit être rapide et brève. Quand vous ouvrez un livre dans une bibliothèque, vous savez ce que vous allez chercher. Vous n'allez pas vous balader dans le rayonnage des livres comme ça. Non, vous avez en médecine, en économie, en télévision, en comment manipuler une caméra. C'est tous ces éléments, vous savez, vous allez vers votre information. Oui. Ça, c'est important. C'est une bibliothèque, c'est très important. Et ceci, grâce à un organe qui est fondamental. Moi, je ne veux plus parler du corps humain. Le corps humain est lui-même hyper fondamental. Là, n'importe quel organe que vous voyez, c'est merveilleux. Et là, l'œil, il est essentiel et fondamental. C'est lui qui met en contact
mon moi, c'est-à-dire mon cerveau, avec le monde extérieur. Avec le monde extérieur. On peut pas. Il faut vraiment intégrer ça. Quand on rentre chez soi, réfléchir, on voit, on regarde, le regard, l'information que j'ai. Ce que je propose parfois à mes patients, pour leur montrer l'importance du regard, surtout chez les diabétiques, pour qu'ils prennent conscience de vraiment surveiller leur vision. Je dis fermez les yeux. Maintenant, on peut le faire sur ce plateau. On ferme les yeux 2 ou 3 minutes et essayez d'évoluer. Mais c'est terrible. Vous êtes coupé du monde. On est coupé du monde. On est perdu, bien sûr. Voilà, on est perdu. Et là, c'est important. On comprend l'importance de l'œil. Et l'œil, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, j'adore les films fantastiques, les films de science-fiction, tout ça. Mais maintenant, de plus en plus, je trouve que ce qui est fantastique et merveilleux, c'est le corps humain et c'est l'œil. C'est une petite boule comme ça. Et je regrette qu'on ne le fasse pas. Nous, on l'a appris à l'école. La maîtresse ou le maître d'école nous disait ramener un œil de bœuf. Oui. Vous voyez? Oui, ma génération l'a fait. Voilà, et il ouvrait l'œil, voilà, on trouvait ceci, on commençait à s'habituer, pas au corps humain, mais quelque chose qui existe dans le corps humain, et une culture scientifique de base, petit à petit, ça permettait de voir ce que c'est, en rester bouche bée, c'est ça l'œil, c'est ça. Justement, et cet œil-là, justement, il est face à ces écrans, et je pense que c'est nocif. Bien sûr. Un écran, c'est quoi? C'est des photons, c'est-à-dire des influx, de la lumière. Et la lumière, c'est de l'énergie. Attention, la lumière, c'est de l'énergie, elle peut brûler. Donc, l'œil, qui est extrêmement bien préparé, c'est drôle, on avait l'impression que le créateur savait l'être humain, dans quel cadre il va le vivre, et la lumière. Essayez, est-ce que vous pouvez, quelque chose de primaire, de regarder le soleil en face? Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux. Ça dépasse les capacités de l'œil parce qu'on a une pupille, c'est comme vous êtes jeune, vous ne connaissez pas les anciens appareils où on réglait, et je crois que les caméramans maintenant le font automatiquement, on réglait, plus il y a une intensité de lumière, ça s'ouvre pour justement que... Une partie fondamentale, et elle est merveilleuse, si on pouvait la montrer, la rétine. Ce n'est ni dur, ni molle, mais très très légère, et c'est elle qui est fondamentale. Et chez les diabétiques, c'est une atteinte de la rétine, vous perdez la vue. Mais elle est formée... Donc ça se referme pour protéger notre œil. Voilà, pour protéger, et elle s'ouvre quand il n'y a pas assez de lumière. Donc cet élément-là. Mais si vous... persister à regarder un écran, c'est-à-dire dans le noir, dans la chambre. Souvent. Avant de dormir, consulter. Avant de dormir, vous éteignez et il n'y a que la lumière, il y a une fixation. Attention là, il y a tout un processus négatif qui est... Deuxièmement, vous allez avoir des problèmes mécaniques parce qu'on a des muscles dans le cou. Et si vous fixez le regard, par exemple, quand vous conduisez sur une longue période, à la fin de votre route, vous descendez, vous allez avoir mal au cou et vous allez avoir mal aux yeux, parce que l'œil en lui-même, en plus du cou, des muscles du cou, vous avez des muscles qui sont latéraux à droite, à gauche, et en haut et en bas. Je résume. Hein, Et c'est eux qui nous permettent de regarder à droite, à gauche. Et vous avez certains animaux qui, eux, font du 360 degrés et tout ça. Donc, tout muscle, si vous restez assis ici pendant 4-5 heures, au moment où vous allez vous lever... Vous allez avoir mal partout. Voilà, là, vous allez forcer votre regard, votre œil, à regarder, à être fixé. Le muscle, à un moment, il va être fatigué, il va faire mal. Et très souvent... et ça, c'est un conseil que je donne. Beaucoup de gens disent « j'ai mal à la tête ». Tout de suite, on court vers son paracétamol, ce qui est une catastrophe. On en parlera un jour si vous voulez. Alors que très souvent, c'est un problème de vision. La vision diminue. Et quand on a un problème de vision qui diminue, on vieillit. Vous êtes jeune, ça ne vous concerne pas. Si, quand même. Je porte des lunettes maintenant. Là, on vieillit.
Donc, ce qu'on fait, l'œil, regardez cette possibilité, Oui. l'œil accommode. En arabe, on dit le fait de voir pour préciser, vous avez un. Oui. Si vous continuez, vous n'allez pas chez votre ophtalmo pour faire une correction, à ce moment-là, vous allez tout le temps avoir mal à la tête à cause de cette accommodation. Vous voyez, là, avant les écrans, il y a ces problèmes. Alors, l'écran, vous forcez les muscles à rester. Vous avez des problèmes mécaniques. Oui. Et deuxièmement, vous allez irriter, parce que la rétine, quand on parle, c'est un millefeuille de cellules spécialisées. Quand je dis millefeuille, mais c'est un foisonnement de cellules acones, je ne vais pas approfondir, et chacune a un rôle. Vous savez que pour voir de côté, c'est des cellules spécialisées, ce n'est pas toutes les cellules. Il y a des bâtonnets, des cônes, bon, tout ça. Alors là, si vous envoyez régulièrement de l'énergie, c'est-à-dire votre œil, à la longue, le problème va être que vous allez irriter, entre guillemets, vous allez, je sais pas moi, vous allez agresser votre vision, et à ce moment-là, ça peut... Et je ne sais pas si ceux qui m'ont précédé... Oui, on a parlé plus de l'impact psychologique, si on veut, voilà, sur l'impact sur toute la famille, le fait d'être séparé, le fait d'être isolé, vous êtes seul. Alors, il y a des problèmes physiologiques, physiques, anatomiques, de dégradation de l'œil, vous vous coupez. Donc, vous voyez que ce qu'on appelle les écrans, au début de mon intervention, j'avais parlé d'un progrès. Oui. Mais avec notre comportement, on en fait un problème. Donc pour résumer tout ça, c'est notre comportement qu'on doit changer. C'est ce que j'ai dit au début. Voilà. Il ne faut pas rejeter j'aime pas le mot modernisme, le progrès. Oui. Mais la façon de le consommer, c'est comme un véhicule. Vous pouvez rouler, moi je vois des trucs, on peut rouler à 250, 260, pas en Algérie. Hein. C'est des trucs, mais vous risquez une catastrophe. Or, la voiture est essentielle dans notre... Exactement, mais aussi le fait d'utiliser les écrans, c'est la sédentarité, on ne bouge plus, et du coup, on va prendre du poids. Un gros problème en matière de sédentarité, je voulais surtout mettre le paquet sur les yeux, l'atteinte de l'œil. L'obésité, ça vient de là. Et vous savez, on consomme, c'est pas qu'on consomme. J'aime bien en arabe. On gobe. On gobe pas les fake news. Hein. C'est au sens strict du terme. Oui. On a à côté un sandwich, on a à côté des sans cacahuètes. Se rendre compte forcément de ce qu'on est en train. Et on en voit un gros problème. Donc vous voyez que là, il faut faire une éducation sanitaire. Et pour moi, je me bats pour que notre système de santé, qui est le meilleur, moi je suis affirmative, dans le sens où il prévoit ce qu'on appelle les UDS, les unités de dépistage et de suivi. Ça, ce n'est pas des trucs à créer. Ce sont des choses qui existent depuis 40 ans à peu près, où on doit dépister. Et Dieu sait si l'école, le CEM, le lycée, même l'université sont des lieux où on doit dépister précocement ces problèmes visuels. D'accord, très bien. Merci encore, docteur. De rien, au contraire. Et merci de l'accueil. C'était un plaisir en tout cas. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Ma famille, ma vie. Et on souhaite un prompt rétablissement à Leila Djbour qui n'est pas aujourd'hui avec nous. On lui transmet un bonjour. Hein. Oui, on lui fait un gros coucou. Prends soin de toi et à la semaine prochaine. Au revoir.